Bon, on va se présenter, hein. En tout cas, pour ceux ou celles qui nous ont pas vus sur notre vidéo teasing publiée ces derniers jours. Eh bien, écoute, moi, je vais commencer par me présenter. Je suis Virginie Garnier, sexothérapeute, coach, thérapeute spécialisée donc dans l'accompagnement de l'intime et formée par Alain Héril, qui est lui-même psychanalyste sexothérapeute. Et voilà, c'est de notre amitié qu'a découlé ce nouveau projet. Donc, je laisse Kik se présenter. Donc, moi, c'est Ulrika Vivas, alias Kik. Je suis donc formatrice, mais surtout coach en développement personnel et en analyse transactionnelle, en travaillant beaucoup avec les émotions. Et j'ai été pour le coup formée par Marlène Mazouz, qui est psychothérapeute et analyste transactionnelle. Voilà, et on est très heureuse de vous retrouver. Donc, dans le cadre de ce premier live, il faudra vraiment être très, très tolérant avec nous parce qu'on débute. Voilà, on débute, mais on est heureux de vous retrouver. Et en fait, notre vision, c'est vraiment de créer un échange entre vous et nous, de manière à déposer des sujets qui peuvent vous questionner dans votre vie personnelle, dans votre vie intime. Et avant même d'aller plus loin, on s'est dit que ça serait peut-être intéressant de définir ce qu'on entend par intimité de notre côté. Définir, voire redéfinir, parce que comme toute chose, on a souvent une définition un peu tronquée des choses. Et pour le coup, effectivement, l'intimité, c'est un mot qui est souvent défini en fonction du prisme de chacun, c'est bien l'intimité. Et pour la petite histoire, figurez-vous que lorsqu'on a publié notre thématique de l'intime, nous avons eu quelques messages assez cocasses qui nous demandaient si on allait vous apprendre à faire l'amour en live. Alors rassurez-vous, ça ne va pas être le cas. Non pas que ce ne soit pas possible, mais ce n'est pas l'endroit. Et donc, l'idée est de, effectivement, redéfinir l'intimité, puisque l'intimité se situe à plusieurs endroits. Quand on parle d'intimité, il ne s'agit pas nécessairement, je ne vais pas dire d'un homme et d'une femme, mais en tout cas d'un couple, au sens amoureux où on l'entend. L'intimité se situe dans toutes les relations, dans toutes les interactions qu'on a avec les personnes que l'on rencontre, avec les personnes avec qui on évolue. Absolument. Nos interactions, je dirais, avec nos proches, hein, à partir du moment où s'installe une relation de proximité avec la personne. Donc, il y a, parmi nos proches, il y a, par exemple, nos enfants. Si vous êtes parents, il y a nos enfants. Déjà, avec nos enfants, on a forcément une relation intime. Et dans cette intimité, pareil pour la relation intime du couple, on y met l'intimité émotionnelle, l'intimité relationnelle, l'intimité au niveau cognitif, l'intimité spirituelle et l'intimité évidemment physique. On va dissocier l'intimité du parent avec l'enfant et l'intimité du couple, évidemment. Hein, voilà. Donc, ce sont deux sphères intimes différentes, mais on peut aussi être intime entre amis et avec d'autres personnes qui viennent sur notre chemin tout au long de notre parcours. Est-ce que vous avez des questions à cet endroit-là, ou est-ce que vous voulez qu'on vous en pose une, histoire d'engager la conversation et de connaître aussi un petit peu votre prisme quant à l'approche, la définition et l'appréhension de l'intime, justement? Oui. En tout cas, nous, on a déjà reçu quelques questions en amont de ce live, mais on attend déjà vos réactions avant d'aller plus loin sur le sujet. Alors, est-ce que l'un d'entre vous veut nous partager alors, on parle de l'intime, mais ça peut être dans les points qu'on a évoqués sur l'intime. Peut-être que vous avez une question, que vous aviez en amont une question qui, pour le coup, vous n'oseriez peut-être pas poser parce que vous vous disiez qu'elle soit à côté. Mais allons-y, de toute façon, on est là pour échanger, justement. L'objectif de ce live, c'est que vous puissiez poser les choses sans complexe aucun. Oui, et puis vous pouvez aussi déposer sur le chat votre vision, vous, de l'intime, quand on parle d'intimité. C'est quoi pour vous, hein, l'intimité? Peut-être avez-vous une vision différente de la nôtre. Nous, on aura en tout cas cette approche-là dans nos lives, mais on est aussi curieuse d'en savoir plus en ce qui vous concerne.
N'hésitez pas, hein, sentez-vous à l'aise. Libre. Non. Oui. Oui, non. On démarre tous, hein. On démarre tous. En tout cas, si vous me le permettez, moi j'ai déjà un premier sujet qui est venu vers moi. En tout cas, en tant qu'accompagnante, j'en rencontre de nombreux, des sujets sur l'intime. En tant qu'accompagnante de personnes seules, mais aussi de couples. Et là, il y a Élise qui a 29 ans, qui est venue vers moi et qui m'a demandé, mais voilà, pourquoi finalement je me retrouve seule alors que je cumule plein d'aventures et que je désire m'installer en couple. Qu'est-ce qui fait que je me retrouve encore seule aujourd'hui ? Alors avant de vous proposer quelques pistes, est-ce que vous déjà, vous avez des idées, un point de vue sur ce type de sujet ? Il y a une question de Stéphane qui est intéressante. Ah oui. Oui. Alors, ce que je te propose, c'est que pour le coup, Élise n'étant pas présente là, puisque c'était justement une façon de mettre le pied à l'étrier. Donc là, on va voir ensemble la question de Stéphane. L'intimité n'est-elle pas variable selon les cultures et les époques ? Ça, c'est une excellente question. Oui, qui m'inspire. Elle est d'autant plus pertinente que pour le coup, même si nous sommes françaises toutes les deux, nous venons quand même de deux régions totalement différentes et pour le coup de cultures différentes. Absolument. Absolument. Alors, on commence par quoi, hein ? Parce que là, c'est un sujet de mémoire. C'est un sujet de mémoire. Et on aurait pu l'avoir celui-là pour notre master. Oui. J'avoue que j'ai envie de dire oui. Oui. À la question de Stéphane. Selon les cultures et les époques, absolument. Déjà, à notre époque, elle varie. Elle est hyper variable déjà à notre époque en fonction de la culture, mais en fonction aussi des personnes, de leur approche, de leur éducation. C'est une question d'éducation aussi sur les sujets de l'intimité. Moi, je vais, pour ma part, parler avec ma casquette de thérapeute de couple et d'accompagnante autour de l'intimité plus proche, au niveau, intimité sexuelle, etc. Il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui ont des typologies différentes, par exemple. Voilà, des typologies d'intimité différentes. Donc, des couples qui vont... alors, des couples, entre guillemets, conventionnels qui vont vivre sous le même toit pendant des années, construire une famille avec cette même configuration. Et puis, d'autres couples qui vont se permettre déjà de, par exemple, avoir chacun son appartement. Des couples qui, aujourd'hui, vont s'ouvrir à d'autres relations. Hein, voilà, c'est ce qu'on appelle des couples libres ou des couples polyamoureux. Donc, rien que dans notre société actuelle, sur le plan intimité du couple amoureux, il y a déjà différentes typologies, en fonction, je dirais même, des affinités de chacun. Tu rebondir. Oui, je suis sensible à la question de la culture, parce qu'effectivement, là où certains peuples, pour ne pas dire certaines ethnies, pour eux, on va parler de la nudité, parce que très souvent, quand on parle d'intime, comme je disais tout à l'heure, c'est l'une des premières choses que l'on nous a dites, ne serait-ce que la nudité. Pour beaucoup de personnes, la nudité, en tout cas pour nos cultures très souvent européennes, la nudité relève de l'intime, alors que pour d'autres, la nudité est quelque chose de tout à fait normal. Et si on rebondit sur l'époque, j'ai envie de dire que oui, la nudité est normale, on est nu finalement. Ce serait peut-être plus porter des vêtements, ça coûterait, je dirais, de façon totalement différente, qui pourrait venir entacher, entre guillemets, la nudité. Par rapport à l'époque aussi, justement, on se rend compte de l'évolution du monde, en fait, puisque la nudité, comment dirais-je, l'intimité, très souvent, en tout cas à l'époque, merci Stéphane, l'intimité relevait véritablement de la partie sexuelle. Le couple rentrait dans son intimité dès lors qu'il rentrait dans sa chambre et qu'il la fermait. Oui. Encore maintenant, il y a des personnes qui ne laissent pas l'accès à leur chambre, même à leurs amis, sous couvert d'intimité.
Donc, ça prouve aussi bien ce que tu disais, Virginie, que l'intimité se situe à différents endroits, mais elle est aussi, alors est-ce qu'on le rallie à l'époque et à la culture? Je ne sais pas, elle est aussi très liée aux valeurs, à ceux qu'on nous a inculqués, parce qu'on est tous faits de valeurs. Oui, absolument, absolument, de valeurs, mais même aussi sur le plan politique, la manière dont le pays va accompagner le sujet, ça y joue énormément. Et de valeurs propres, et après on a des valeurs aussi qui peuvent être culturelles également, hein. Donc c'est vraiment un sujet de mémoire là. Merci beaucoup Stéphane. Tu as essayé de nous coller mais ça n'a pas marché. Ouais, Didou qui ajoute l'intimité se libère au fil du temps ici en Martinique. En Martinique. Oui, parce que en Martinique on est relativement pudique. Plus pudique que prude d'ailleurs. On est beaucoup, et je pense, alors je vais donner un avis, je vous prie de m'en excuser, mais je pense qu'en fait cette intimité, cette pudeur, elle vient beaucoup du fait que nous soyons des insulaires et que du coup tout se sait, et que chacun a envie de conserver malgré lui une part d'intimité qui lui est propre, donc son intimité propre, donc une part de mystère, si on veut pousser un peu le truc. Et le quand dira-t-on va venir alourdir tout cela, parce qu'effectivement, on n'a pas forcément envie que l'autre sue ce que l'on est capable de faire ou pas. On va ouvrir sa porte ou pas. Ouais, donc je pense qu'il y a une question effectivement de culture, et au-delà de la culture, je pense qu'il y a une question géographique. Oui. Et puis alors là, je pense à quelque chose aussi sur le plan continental, culturel. Par exemple, en France, parler d'argent, c'est intime. C'est intime. Donc, en fait, les personnes ont du mal à partager leur vie, ce qui se passe dans leur vie économique, même à leurs proches, parce que c'est considéré comme un sujet très intime, et on peut avoir beaucoup de pudeur. Alors qu'aux États-Unis, on va parler d'argent très facilement. En revanche, les sujets que nous percevons comme intimes, en lien avec la sexualité, etc., c'est beaucoup plus tabou. Et bien pour le coup, effectivement, Stéphane disait oui, plus pudique que prude. Pour le coup, les Américains sont prudes. Oui, absolument. Ils nous voient comme des libertins, nous les Français. On a la cuisse hospitalière, pour reprendre un terme de mon grand-père. On a des mœurs légères pour les Américains. Absolument. Ils vont même jusqu'à la pudibonderie, les Américains. Oui, la pudibonderie, comme tu dis. J'adore. J'adore, oui. Donc, il y a tellement de choses à dire sur le sujet. Oui. Là, c'est, Et du coup, Stéphane, toi qui as posé la question, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est culturel? Est-ce que... ou les deux, mon capitaine? Mais d'avoir déjà cette vision qu'il y a un aspect culturel et associé à notre époque, c'est aussi faire preuve d'ouverture d'esprit quant au sujet de l'intimité. Alors, je ne sais, en plus, c'est hyper frustrant parce qu'on ne voit pas si les gens écrivent, en fait. Donc, ça se trouve, Stéphane est en train de nous rédiger un truc de ouf et on ne sait même pas, quoi. Oui, les Antillais et l'intimité, Didou. Point d'interrogation. Les Antillais et l'intimité. Ah oui, c'est un sujet aussi, ça, François. Oui, et puis à tous les niveaux. Même au niveau de l'éducation. Même au niveau de l'éducation, l'intimité, et là, on en revient justement toujours à ce qu'en dira-t-on. Là où tous les peuples, je pense, se retrouvent, c'est qu'on n'a pas envie que quelqu'un vienne mettre le nez dans l'éducation qu'on donne à nos mômes. Ah oui. On se retrouve tous là-dessus. En France, pareil, voilà. En métropole. Et puis, donc, cette intimité, les deux, mon capitaine, cette intimité au sein de la famille, moi, comme je dis toujours, quand chacun a fermé sa porte, il n'y a que ceux qui sont à l'intérieur de ces quatre murs, donc derrière la porte, qui savent ce qui s'y passe. Donc, cette histoire d'intimité aussi dans l'éducation, la façon dont on reprendra un enfant en public ne sera jamais celle dont on le reprendra à la maison. Parce qu'il faut toujours, aux Antilles en particulier, il va toujours falloir garder cette espèce de croûte magnifique. Tout est bien, tout va bien, Madame la Marquise. Excellent. Mais c'est vrai qu'en tout cas, moi, ce que je peux aussi constater à travers de notre amitié, je me permets, c'est que dans ta famille, il y a une ouverture sur le sujet. En tout cas, une fluidité dans la parole sur le sujet. C'est pas tabou. L'intimité amoureuse et intimité relationnelle, sexuelle, etc. Dans ma culture familiale, c'est différent. On est beaucoup plus
pudique sur le sujet. Et il y a quand même eu des sujets tabous au fil de mon expérience de vie sur le plan familial. Voilà, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai dissocié entre les Antilles et en tout cas ma culture métropolitaine. Oui. C'est vrai qu'ici, on a une façon aussi très... alors légère, pas dans le sens, comment dirais-je, pas dans le sens grivois, mais légère dans le sens facile. Il n'y a pas de tabou. On parle de sexe. D'ailleurs, on a beaucoup d'expressions en Martinique qui font appel au sexe, qui ramènent au sexe avec énormément de métaphores, parce qu'on a le créole. On a cette chance d'avoir le créole qui est une langue, quoi qu'on en dise, qui est très métaphorique. Et donc, on se permet des choses géniales. Et puis, comme tu disais, effectivement, dans les familles, le sexe n'est pas tabou parce que, comme disait Doc Eddie Fool, ce n'est pas sale. Et voilà, ce n'est pas sale, c'est quelque chose que je suis amenée à dire durant mes accompagnements parce que, voilà, on peut avoir une représentation en fonction du parcours, des expériences, des traumas, une représentation de la sexualité comme quelque chose de sale, voire même de l'intimité et avoir peur de l'intimité. Oui. Peur de l'intimité. L'intimité est souvent associée à l'aspect privé. Tout à fait. D'où la raison pour laquelle, effectivement, il était important pour nous que nous déterminions d'entrée de jeu le terme intime, parce qu'effectivement, l'intimité n'est pas forcément privée. Absolument. En fait, on en fait ce qu'on veut de ce mot-là, mais c'est vrai que... Et puis, qu'est-ce qu'on entend par privé ? Et voilà. Le secret est évidemment intime, mais il n'y a pas que le secret intime. J'aime bien, moi, associer au concept de l'intimité, j'aime bien associer la vulnérabilité. C'est-à-dire, on fait tomber les masques. Voilà. Quand je suis en relation avec toi, et en fait, c'est un peu ça aussi notre idée de diffuser ces lives, c'est OK, allez, on fait déposer les masques sur les sujets de l'intimité relationnelle au sens large du terme. Et ça demande du courage. Voilà, moi, j'associe vulnérabilité, en tout cas, au courage. Et sans cette vulnérabilité, il y a quelque chose qui se limite aussi dans la profondeur, la proximité relationnelle. Oui, tu as très justement raison, parce qu'effectivement, l'intimité amène cette vulnérabilité. La vulnérabilité, très souvent, on la trouve où ? Dans la capacité à exprimer ses émotions et laisser l'autre y avoir accès. Oui, d'où l'intimité émotionnelle. Exactement, et ça à tous les niveaux, parce que finalement, faire l'amour, c'est aussi poser ça et le lâcher, se laisser aller complètement à l'autre en toute confiance. En confiance, voilà, il y a la confiance aussi avec, et le lâcher prise, en tout cas quand il y a cette phase de relation de confiance dans le couple. Pas en profondeur, oui, d'accord. Il en fallait un. Voilà. Et le jugement, c'est l'anti-confiance, l'anti-intime, en fait, aussi pour moi, de mon point de vue. C'est apprendre à accueillir ses propres émotions, les émotions de l'autre, et les comprendre sans pour autant les combler systématiquement, mais déjà cet espace entre deux personnes qui permet d'accueillir et d'entendre, de comprendre les émotions respectives, c'est de l'intime. Voilà. Donc le jugement, effectivement, vient biaiser l'intimité entre les êtres. Est-ce que vous aviez déjà, les uns les autres ou l'un et l'autre, envisagé le jugement comme étant justement une entrave à l'intimité ou pas ? La culture de chez nous juge beaucoup. Oui. Oui, que la culture de chez nous juge beaucoup, oui, effectivement. Mais alors du coup, pour vous, est-ce que le jugement, ce jugement que l'on a culturellement très facile, est-ce qu'il entrave l'intimité entre deux individus, quels qu'ils soient, selon vous ? Oui. En fait, on n'a pas mis de ventilo, donc c'est pour ça qu'on s'est dit, voilà, l'éventail va nous sauver un peu la peau. Non, pour moi, je m'en fous du jugement. Ok. On se libère. En cela, effectivement, on se libère des sujets tabous, des jugements, des qu'en dira-t-on.
Voilà. Dans notre société, le jugement est présent. Oui. Archi. Après, il est présent dans des communautés, il est présent dans des familles, il est présent un peu partout, le jugement. Le physique, les idées, oui. L'intimité se joue à deux, oui, sur le physique et les idées. Alors, l'intimité se joue à deux, Didier. Je veux bien que tu développes. Enfin, quand je dis tu développes. Le jugement est le premier frein au développement à l'intimité. Merci. Oui. Merci pour ce retour, Stéphane. Oui. Oui. Ben oui, parce qu'avec le jugement, on n'ose pas faire tomber les masques. Donc. Oui, parce que justement, si on les fait tomber, il y a le retour de bâton. Voilà, donc on reste avec notre masque social. Si jugement, oui, bah oui. Donc si jugement, exact. Pourquoi me livrer, surtout si je ne peux pas assumer mes choix. Ok, intéressant. Et oui. Intéressant. Moi, ce qui me plaît le plus dans la phrase, Stéphane, c'est surtout si je ne peux pas assumer mes choix. Et oui, et là, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit juge intérieur aussi par rapport au fait d'assumer ses choix ou de ne pas assumer ses choix, en fait? C'est vrai que ça demande énormément d'accueil vis-à-vis de soi-même aussi. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu disais, c'est qu'on en revient aux valeurs, du coup à ce qu'on nous a transmis et au scénario qu'on a mis en place. Absolument. Au scénario qu'on met même inconsciemment en place. On peut subodorer les jugements des autres, mais parce qu'on a un juge intérieur très fort aussi. Deux âmes qui se respectent et qui partagent les mêmes valeurs. Oui, on peut être deux ou plusieurs pour ça. C'est le principe des groupes d'amis. Oui. C'est le principe des groupes d'amis. On va être 2, 4, 6, 8, 10, 12. On peut se déplacer en banc. Et ce qui fait justement qu'on constitue ce banc, c'est qu'on a quelque chose qui nous rallie à un moment. On a un point d'ancrage commun à tous et qui peut s'appeler, qui va être souvent la valeur. Et cette valeur, elle peut être tout et n'importe quoi. Ça va être autour du rhum, ça va être autour de la fête, ça va être autour des belles femmes, autour des chaussures pour nous. Oui, par exemple, ou d'autres accessoires. Tout à fait. Absolument. Le fameux scénario de vie joue beaucoup sur l'intimité. Oui. Ouais, c'est ça. Et dans quel scénario on se situe, en fait? Est-ce qu'on a envie déjà de bouger les lignes de notre scénario à partir du moment aussi où il est souffrant? Je pense que c'est là qu'il faut mesurer les choses. C'est que quand on est dans un scénario de vie qui est souffrant, c'est qu'il y a forcément des lignes à bouger. Oui, parce qu'en fait, si ça ne souffre pas, il n'y a pas de raison. Voilà. On continue comme ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors, là où je vais mettre un peu plus mesuré sur le ça fonctionne, parce que des fois, quand il y a dysfonctionnement, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui. Des fois, on essaie de changer les choses, et c'est là qu'il faut être hyper attentif. L'idée n'est pas de changer les choses par peur du jugement, parce que c'est ça qui crée vraiment le dysfonctionnement qui fait que ça ne fonctionnera pas. Absolument. Oui. Il faut le faire en conscience et en adéquation avec ce qu'on est, avec ses valeurs, pour le coup. Voilà, c'est ça. Et le changement vient de l'intérieur. Donc, si c'est calé avec un miroir extérieur uniquement, ce n'est pas suffisant pour tout type de changement. Oui, votre honneur. Oui. Ou des expériences qui peuvent changer notre aspect de l'intimité. Oui. Des expériences relationnelles, que ce soit effectivement un changement de partenaire, que ce soit une évolution à deux, une exploration à deux dans l'intime, bien sûr que ça peut changer notre vision, notre approche, notre expérience de l'intimité. Voir notre prisme, ça peut aller même plus loin. Oui, même notre prisme. Oui. Parce qu'effectivement, si on le vit comme une blessure, parce que soit on s'en fout, comme disait Didier tout à l'heure, soit ça nous atteint profondément, intrinsèquement, ça vient nous bouger à cet endroit-là, et ça devient une blessure. Absolument. Oui. Prendre soin. L'intimité, c'est aussi prendre soin pour éviter de se blesser. En tout cas, parfois, on le fait inconsciemment, mais à partir du moment où ça devient en conscience, ce qui se passe, l'idée, c'est de prendre soin. De prendre soin de soi et de l'autre et des autres. Voilà, ça fait partie de l'amour. Ce qu'on disait tout à l'heure. L'intimité fait partie du panier de l'amour pour moi et pour toi. Et donc, l'intimité est une lignée de flottaison. Une ligne, je pense, qui vous l'a marqué. Ah oui. Ouais.
Ok. J'aime beaucoup l'image. Ouais, c'est beau. J'aime beaucoup l'image. Après, je ne sens pas rester en surface si ça flotte de trop. Hein. Non, il faut quand même aller en profondeur. Ouais. Trouver les éléments qui nous permettent d'être nous-mêmes. Oui, parce que l'intimité, elle commence par soi. Être soi. À partir du moment où on met l'intimité dans le panier de l'amour, effectivement, on ne saurait les dissocier. C'est déjà l'intimité que l'on a avec soi, à tous les niveaux. C'est toujours pareil, on en revient parce qu'il y a derrière l'intimité qu'on a avec soi, il y a se connaître. Donc ça ramène au sexuel, mais ça ramène aussi à l'émotion. Oui, et j'aime bien cette définition aussi de l'intimité, se connaître. Ouais. Hein, se connaître soi, l'autre, les autres, qui font partie de notre cercle intime. Tout à fait. Être soi, c'est tout un challenge tout au long de notre vie, en fait, en fonction des personnes que l'on a en face de nous, des personnes que l'on intègre dans notre vie, jusqu'où on peut être soi. C'est ça. Jusqu'où on peut être soi-même. Hein, ça, c'est une question qui revient sur le tapis régulièrement. Oui, c'est vrai. Très souvent, oui. À quel moment je dois m'arrêter d'être moi ? Et très souvent, les personnes qui me posent ça en coaching, ce sont les gens qui ont peur de blesser. Et derrière ça, quand on gratte un peu, il y a une peur de dire non. Parce que du coup, si j'accepte d'être complètement moi, si je me laisse aller à être complètement moi, j'ai la peur du rejet. Voilà, parce que derrière la peur de dire non, il peut y avoir la peur du rejet ou la peur d'autre chose, de l'abandon, en tout cas d'une blessure de l'âme. Ouais. Tout à fait. Se cache souvent, dans ce qui vient biaiser notre intimité, se cachent souvent nos peurs. Voilà, la peur, comme je disais, de se montrer vulnérable, ou bien aussi une faible estime de soi. On n'en a pas trop parlé, mais ça peut être en lien avec l'estime de soi. Si je ne me considère pas suffisamment digne d'être en relation avec telle ou telle personne, je vais mettre en place des scénarios qui m'auto-sabotent, clairement. Complètement, puisque l'objectif derrière ça va être plaire à l'autre. Être accepté pour ne pas être rejeté. Voilà, et donc on n'est pas soi-même. On joue un personnage. Un bateau qui flotte sur des valeurs, du respect et de l'amour. On en revient aux valeurs. Oui, exact. On en revient aux valeurs. Une des choses que toi aussi, j'imagine, mais que je demande très, très souvent aux personnes que j'accompagne, c'est quelles sont les valeurs, quelles sont vos valeurs personnelles fondamentales, celles avec lesquelles il n'y a pas de dérogation possible, en fait, et quelles sont les valeurs que vous associez à votre couple, pour les couples que j'accompagne, qui sont fondamentales. Voilà. Donc, en général, on essaye d'en identifier 5. Ça peut être le respect, la confiance, la fidélité. Et alors là, on définit bien ce que ça veut dire fidélité parce que c'est un large sujet aussi. Ça peut être justement la vulnérabilité, tout ce qui relève de l'esprit, la connivence spirituelle, peu importe. Mais ces valeurs fondamentales doivent matcher avec l'autre pour que ça fonctionne systématiquement. Comme me disait il n'y a pas longtemps en coaching une jeune femme qui s'apprêtait, alors elle venait de se fiancer et sa grande question c'était est-ce que quand on se met en couple avec quelqu'un, on est obligé d'avoir des enfants ? On est obligé, rien que dans la question, tu sens la contrainte. Ouais. Elle était en flip, mais vraiment en flip. Elle était vraiment en flip parce qu'elle ne se sentait pas prête. Elle a d'abord posé la question de la religion, donc ils se sont connus au temple. Et donc elle est venue la question de la religion, mais brièvement dans le sens où ils se sont connus au temple, donc ils savaient qu'ils embrassaient la même religion, mais ils n'avaient pas la même vision de la famille, la notion famille, la valeur famille, l'intimité de la famille. Et voilà, ce qui nous fait rebondir sur le sujet de l'intimité de la famille. On n'en a pas parlé encore aujourd'hui, mais c'est un grand sujet qu'on aura l'occasion aussi de développer lors de futurs lives. La famille, il y a plusieurs acteurs, parents, enfants, fratries. Tout ce qui intervient en fait. Alors il y a les parents, les grands-parents qui interviennent aussi, qu'on le veuille ou non, ils ont un rôle à jouer. C'est très souvent à eux
qu'on laisse les enfants quand on bouge. Et donc, forcément, ils interagissent dans l'éducation et donc les valeurs qui vont être transmises et la façon après, qu'est-ce qu'on en fait, comment on traite l'information. Oui. Et se joue la question des places, des rôles que chacune va prendre au sein de la famille. Si on parle, par exemple, d'une famille recomposée, c'est un sujet sensible. Ça peut être un sujet sensible de nos jours, puisque il existe encore quand même ce cercle intime des parents de l'enfant, des parents biologiques de l'enfant qui continuent de former un couple parental, qu'on le veuille ou non, que ce soit exprimé au quotidien ou non, c'est un couple parental. Et puis, c'est greffé un nouveau couple, en l'occurrence amoureux, au sein de la famille. Donc, comment intégrer cette nouvelle personne, compagnon dans la famille, ça c'est un vrai sujet. On pourrait en parler ultérieurement si vous avez des questions aujourd'hui, je ne sais pas sur le sujet, mais en tout cas ultérieurement. Oui, parce que tout ça, de toute façon, fait partie de l'intime. Parce que les enfants, si petits soient-ils, ils ont une intimité. Oui, qui est très importante parce que c'est ce qui va les construire par la suite. La façon dont ils vont l'accepter, la comprendre, et puis qu'est-ce qu'ils vont en faire, à qui ils vont la confier, cette intimité, à quels parents, à quels grands-parents, à quel ami, à quel amoureux, à quelle amoureuse. Et tout ça, ça se construit. Oui, quelle va être la figure parentale de confiance pour l'enfant. Parfois, c'est le parent biologique, parfois, c'est un substitut, ou un grand-parent, ou un oncle, comme tu nous disais, d'autres membres de la famille ou des amis. Ce qui est important, on est toutes les deux mamans, donc c'est aussi un sujet qui nous anime au quotidien. On en parle, avec nos enfants. Ce qui est important de mon point de vue aujourd'hui, c'est que l'enfant, le préado, l'ado, puisse avoir son espace, son jardin secret, son espace intime. Voilà. Et s'il sait profondément qu'il peut le garder, le préserver en confiance au sein d'une relation et lui dans sa propre vie, c'est hyper constructeur. C'est structurant pour l'enfant en fait. Oui, parce qu'il va rebondir sur ça et il aura pour le coup une affirmation de sa personne. Il saura où il se situe. On en revient à la notion de territoire dont on a parlé, parce qu'il y a le territoire vis-à-vis d'autrui, mais il y a le territoire. Le territoire, c'est la place qu'on a envie d'occuper quand on se retrouve en société. Voilà, tout est une question de territoire. Ouais. Voire même dans sa chambre, la jeune femme Mélissa dont je te parlais, qui était venue pour sa question de se repositionner avec ses enfants dans sa nouvelle vie de couple. Elle a deux petits et l'un d'entre eux, alors il y en a un qui, quand il joue au milieu de sa chambre, il y a son lit d'un côté, son bureau, il joue au milieu, alors que l'autre, il joue systématiquement dans un coin. C'est intéressant. Intéressant, parce que ce coin, c'est son espace vital, son espace intime. Exactement. Voilà, et la vitalité. Dans notre espace intime, on parle d'espace vital à différents endroits. Vital dans le sens même désir, c'est là que peut naître le désir, le désir sexuel au sein du couple, mais le désir aussi de vie, le désir, nos élans qui vont nous amener à avoir tel projet, à avoir tel désir. Voilà, j'ai le désir de me lancer dans un live Kik et Vierge. Voilà. C'est vital dans le sens où c'est fondamental. C'est essentiel au bien-être de chacun, à la construction de chacun, quel que soit l'âge. Mais là, on parlait de nos enfants. Voilà, donc une petite clé, c'est celle-ci, c'est de créer cet espace possible de parole intime, sans pour autant être intrusif. C'est pour ça que je nuance toujours, parce que quand on est en face d'ados, de jeunes, ils sont suffisamment grands s'il y a un espace de confiance pour venir nous voir et nous poser des questions et nous dire « Maman, ça ne va pas sur tel sujet » ou voilà. Après, c'est au cas par cas. Alors, la question parfois que peut-être l'un d'entre vous pourrait poser, c'est est-ce qu'il faut attendre systématiquement que l'ado vienne, ou est-ce que nous, en tant que parents, on a cette responsabilité de se dire « Je connais mon petit, ma petite,
sa posture, sa façon de se mouvoir, sa façon de parler, sa façon d'agir depuis quelque temps fait que, tiens, ça m'alerte, peut-être est-ce le moment de renouer ou de créer une intimité, un moment de parole que l'on va poser tous les deux parce que je serai à son écoute à ce moment-là. Mais les deux, les deux, mon capitaine. Non, vous pensez pas qu'effectivement c'est une question de flair, de connaissance de son enfant, hein, en tant que mère ou père, quand on voit que son enfant est déstabilisé et fragilisé par une situation, il y a des signaux qu'on peut repérer. Des signaux, soit un renfermement sur soi, soit de l'agressivité, l'isolement, enfin voilà, c'est des choses à repérer, auquel cas là, effectivement, je pense que c'est de la responsabilité du parent de faire le premier pas, hein, vis-à-vis de nos ados. C'est là que ça devient délicat pour le parent, parce qu'effectivement, il constate un certain malaise, en tout cas une posture et une attitude inhabituelle, donc il aura envie d'aller vers lui. Et c'est là que c'est délicat, parce que l'ado, par définition, on sait qu'il rentre dans un trou, c'est un crabe, l'ado. L'ado est un crabe. Et pour autant, il faudrait quand même, comme tu le disais très justement, que nous mettions sur la table notre rôle de parent parce qu'on le connaît et donc il faut qu'on y aille. Et y aller, c'est là que ça devient délicat parce que ça veut dire que soit on force son intimité, soit on la crame. C'est-à-dire qu'on le prive de son intimité parce qu'on devient intrusif. Voilà. Et c'est là que ça devient délicat pour les parents de se dire, OK, là j'observe quelque chose. Est-ce qu'il faut que j'y aille parce qu'il faut que ça se libère et je ne veux pas qu'il s'enlise dans la situation dans laquelle il est. Et là, on risque de se prendre un revers de manche, mais inextricable, du genre, mais je t'ai rien demandé. Tu es dans mon intimité parce que les moments où on va leur parler à nos chères têtes blondes qui ne sont pas blondes, en tout cas par chez nous. Non, faut le dire. Hein. Ouais, même moi, il y a des cheveux gris, mais pas blonds. L'idée, c'est quoi généralement quand on a envie de leur parler, c'est je peux entrer et avant la réponse, on ouvre. Ouais, mais t'es déjà là. Oui. Alors, c'est mon intimité, c'est la question du consentement voilà. qu'on n'a pas encore abordée dans l'intime. Ouais. Mais de leur poser la question. Tout de même, voilà, poser la question, que ce soit à notre enfant, poser même la question à son compagnon, à sa compagne, à son ami. Est-ce que je peux te demander quelque chose qui me travaille? Est-ce que je peux te demander d'être disponible là 5 minutes, 10 minutes pour qu'on échange sur ce sujet? Déjà, c'est de poser les choses et de ne pas être intrusif. Le timing est toujours important. Oui. Il est hyper important. Et ouais, vraiment. Et c'est là que c'est compliqué pour nos parents. Parce que, comme disent nos grands-parents, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et dans le cas de l'adolescent, c'est lui Dieu, en fait. Soyons clairs. Donc, le moment où on va venir, nous, hommes, lui dire « Nous, sauvages, voilà, c'est ça. Écoute, chérie, tu veux qu'on en parle en ce moment, ça va pas? Je t'ai rien demandé. » C'est difficile pour nous. C'est vrai que c'est difficile pour nos parents. Donc, le mieux, c'est, sans s'en vouloir, je pense qu'il faut enlever toute culpabilité et se dire je suis allée le voir 1 fois, 2 fois, 3 fois, il a refusé, il a le droit de refuser. C'est aussi sa liberté et son intimité que de refuser. Parce qu'à ce moment-là, il n'a pas envie ou il n'est pas dispo. Ou ça sera plus tard. Voilà, merci Stéphane. C'est vrai que c'est une question de timing. Parfois, ce n'est pas le timing. Parfois, ce n'est pas le bon timing. Mais dans toutes nos relations, vous avez dû déjà identifier ce sujet. Dans toutes nos relations, on est en train de se dire quand est-ce que je vais lui envoyer ce message Bon, quand est-ce que je vais pouvoir lui dire? Quand est-ce que je vais pouvoir créer l'opportunité pour... Hein, voilà. L'opportunité, ouais, c'est ça. C'est vrai que ça se situe à tout endroit. Hein. Oui. Si, le timing, non, Stéphane, je redis ce que tu as dit. Merci Stéphane pour la question, parce que le timing, il fonctionne à tout moment. D'où notre expression avant l'heure. C'est pas l'heure. Après l'heure. Non plus. C'est ça, c'était pas là. Oui, très perspicace, le timing. On a fait pour le coup un éventail d'exemples et de situations. Oui, sur l'intimité. Ouais. Et est-ce qu'il y a dans vos approches de l'intimité ou même de ce que vous avez pu l'un et l'autre poser là, est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles vous seriez trouvé qui fait qu'effectivement, avec le recul, en prenant un peu de hauteur,
sur la situation. Vous dites, ouais, j'ai manqué de timing, j'ai manqué de jugeote, j'ai manqué de promptitude. Très délicat, hein. Très délicat comme sujet. Mais en même temps, tellement intéressant. Parce que ça vient nous chercher à plein d'endroits. Oui, ça vient nous chercher. Parce qu'en fait, j'ai envie de rajouter, on a le droit de se planter. Voilà, on a le droit de se planter. Si on a le driver, là, le fameux driver, soit parfait, ça va être compliqué. Mais parfois, il vaut mieux se planter et montrer que nous sommes là, bien présents au sein de la famille, au sein de la relation, plutôt que de faire l'autruche. Hein, c'est en tout cas chacun son point de vue, mais en fonction des contextes. Mais si c'est la peur qui nous empêche, moi j'ai envie de dire à ça, mais non. Act, don't react, pause, vas-y fonce, tu as le droit de te planter. Oui, et c'est là que c'est compliqué. Je veux bien vos tuyaux. On te les donnera, Stéphane, on te les donnera. C'est là que c'est compliqué dans une société culturelle antillaise. Le jugement. Oui, parce que si je me plante, je me fais juger. Exactement. Là, ça devient compliqué. Et c'est là que l'intimité avec soi, donc l'assurance de soi, l'affirmation de soi dans notre culture antillaise est hyper importante. Et c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une chose à côté de laquelle on passe beaucoup. Déjà, en règle générale, on passe beaucoup à côté de ça, mais aux Antilles, c'est très, très, très présent. Très présent. Et en règle générale, hein, comme je disais déjà ailleurs, on y pense, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a tous reçu quasiment la même éducation, sauf chez les anglo-saxons, enfin les anglophones, j'ai remarqué, c'est qu'on nous apprend à être, pardon, on nous apprend à être humble. Et puis un jour dans notre vie, on découvre le développement personnel, la croissance personnelle, l'efficacité personnelle, et on nous dit, mais l'assurance de soi, l'affirmation de soi ne souffre pas d'humilité. C'est compliqué, il faut tout déconstruire. On déconstruit. Voilà, parce que c'est quoi être humble? S'il y a une notion d'infériorité ou de supériorité, déjà, on est à côté du sujet, je pense. Est-ce que c'est pas s'estimer à sa juste valeur? Il y a toujours mieux à faire. Mais c'est souvent après que l'on s'en rend compte. Oui, oui. Mais c'est bien de s'en rendre compte. De ce que tu dis, Stéphane, c'est génial. Parce que c'est souvent après qu'on s'en rend compte. L'important, c'est qu'on s'en soit rendu compte. Parce que si on s'en est rendu compte, ça veut dire qu'à un moment, on a été capable d'introspection. Donc, on a posé des choses, on s'est posé des questions. On n'est pas, que ce soit les bonnes ou les mauvaises, on s'en fiche. Mais en tout cas, on s'est posé des questions et on a réfléchi. Et c'est ça qui est génial. Alors, il y a toujours mieux à faire. Si le driver soit parfait. Oui, c'est ça. Moi, j'allais dire, moi, elle m'appelle quelque part, forcément. En analyse transactionnelle, elle m'appelle quelque part cette question, mais je ne voudrais pas l'interpréter. Alors, quand tu dis mieux à faire, ça veut dire quoi? Sans aller jusqu'au driver soit parfait. Est-ce que c'est une observation ou est-ce que c'est justement ton leitmotiv? Il y a mieux à faire. Oui. On peut être aussi un éternel insatisfait. Hein. Yes. En tout cas, c'est très intéressant, là, Stéphane, Didou, merci. Merci à vous. Hein, du coup, ça donne plein d'autres idées pour nos prochains lives. Oui, ouais, parce que le consentement, on pourrait aussi faire un live dessus. C'est ça. Les gens en entendent parler, ils sont... Waouh, ils ne savent plus où donner de la tête avec les histoires de consentement. Donc, ce serait bien qu'on fasse aussi un petit live sur ça. Bon. Je ne sais pas si Stéphane écrit. Ça m'agace de ne pas voir. En tout cas, bienvenue à ceux qui se connectent. Candy, le consentement, c'est la base. Diffuser ce savoir. C'est quoi le consentement? Crie. C'est quoi le consentement pour vous? Si vous avez le temps de réagir dans le chat, là. Hein, le consentement. Allons-y, dites-nous tout. Faites marcher vos micros. Merci la dictée. Est-ce que c'est dire non? Est-ce que c'est dire oui? Qu'est-ce que c'est le consentement? Alors, laisse le temps d'écrire. Je pense qu'il y a des choses à dire là. Hein. Ouais. Il y a des choses à dire sur le consentement. Ça va être un petit prélude au prochain live.
Bon. Alors, c'est encore une fois, hein, c'est notre premier live, donc on attend vos réactions pour rebondir aussi. Mais je vais donc commencer à répondre, mais ça sera développé ultérieurement, hein, l'histoire. Ah, c'est dire oui. C'est dire oui, ok. Ok, très bien, c'est dire oui. C'est une base. C'est une base. C'est une observation, il y a mieux à faire, mais c'est un objectif à atteindre. Ok. Explicitement et sans contrainte, oui. Explicitement et sans contrainte. C'est génial, parce que par cette phrase, Stéphane fait le lien entre les deux, hein, entre l'affaire du consentement et ce dont nous parlons tout à l'heure. Oui, parce qu'il répondait par rapport à, tout à fait. Faire de son mieux. Exact. Donc, faire de son mieux, c'est une observation, il y a mieux à faire, mais c'est un objectif à atteindre. Oui, ça me fait pas penser aux accords Toltec. Fais de ton mieux, je crois. Mieux, ouais. En tout cas, un des 5 accords. Voilà. Et donc, le consentement pour Candy, c'est dire oui, c'est dire non, c'est avoir envie aussi. Ouais. Voilà, c'est demander, c'est permettre, c'est autoriser. Il y a la roue du consentement, en fait, de Betty Martins, voilà, qui est à voir, à regarder de près, à comprendre. Un petit exercice de consentement. Kika, est-ce que tu me permets de te toucher l'épaule? Non. Voilà, elle a dit non, Kika. Elle a dit non. Mais est-ce que tu me permets sinon de te toucher, de prendre ton éventail? Oui, Virginie, volontiers. Voilà, merci Kika. Et tu peux me poser une autre question, il y aura une autre réponse. Alors, pour le coup, j'aurais pas une autre question, mais je verrais le consentement sous un autre prisme aussi. Allez, vas-y. Parce que dire non, c'est aussi un consentement. Pour l'autre, non plus pour celui qui pose la question, mais pour l'autre. Je ne consens pas à ce que tu. Absolument. En fait, c'est des deux côtés. Et ça va même plus loin. C'est-à-dire que face au non, je consens que l'autre me dise non. Exactement. Donc, j'accueille, je suis OK. Je suis OK avec son refus et je respecte. Et c'est aussi le principe, vous parliez tout à l'heure au tu, je ne sais pas, Candy, tu disais que c'était la base. La base, c'est aussi d'accueillir ce que l'autre, à ce moment-là, est OK à partager ou non. Oui. Oui. Et après, on en parlera plus longuement parce que il y a, je peux refuser qu'on me touche l'épaule, mais je peux avoir besoin, je ne sais pas, d'un bisou sur la joue. Envie d'un bisou sur la joue. Auquel cas, moi, je dis, est-ce que... Non, mais ça me ferait plaisir d'avoir un petit bisou. Voilà, si la personne en face est consentante, ça se passe. Donc, ça peut être un non lumineux, ça peut être non, mais voilà, j'aimerais que ça se passe comme ça. Et là où c'est intéressant, ce que tu dis, c'est que du coup, ça nous amène, on va loin, mais au besoin. Est-ce que tu as faim? Ah, j'ai faim. Tiens, voilà un sneakers. Ah, mais non, j'en ai pas. Non, j'ai pas envie de sneakers. Bah oui, mais tu as dit que tu avais faim. Oui, mais ce n'est pas mon envie, ce n'est pas mon besoin. D'où le fait de dissocier l'envie du besoin. Oui. N'hésitez pas à poser vos questions sur le consentement, même de là à ce qu'on en reparle lors de notre prochain live. Consentement ou non, ça veut aussi dire avoir le droit de changer d'avis. Absolument, merci Candy. Oui, et oui, rien n'est figé en fait. Donc, c'est d'être à l'écoute, comme tu disais toi tout à l'heure, de soi et de l'autre, tout au long de la relation, de la discussion, du partage, quel qu'il soit. Parce qu'en fait, on est des êtres inconstants. Et donc, c'est d'être OK avec notre inconstance. Rien n'est figé. Rien n'est figé. C'est vrai que cette phrase, elle est hyper importante parce que trop souvent, et je reviens sur ce que Stéphane disait un peu précédemment, ou même Candy, c'est que oui, on a le droit de changer d'avis et ça, c'est OK avec ça parce que justement, tout se meut, rien n'est figé. Oui, absolument. En tout cas, comme dirait le dicton, il n'y a que les ridicules qui ne changent pas d'avis. Hein. Moi, j'aurais dit les cons, mais ça passe aussi. Ouais, je reste poli, moi. Ah, c'est ça. En fait, enfin. J'ai encore un petit masque. Moi, j'ai lâché. Voilà. On arrive à la fin de ce premier live-là. Mais en tout cas, un grand merci pour vos interactions. Oui, ça a été vraiment un grand plaisir de lancer et de vivre cette première avec vous. Oui. Et avec tous les partages que ça implique, tant dans nos galères de débutantes.
désolée. pouvoir Oui, lancer voilà. que véritablement les interactions que nous avons eues avec vous. Et on espère sincèrement que vous avez pris le même plaisir que nous. Oui. Alors, nous vous envoyons plein d'affection. Ouais, Et au plaisir de vous retrouver. Notre prochain live, je le dis tout de suite, aura lieu le 21. Le mercredi, il me semble effectivement, le mercredi 21 mai à 20h heure parisienne, 14h heure martiniquaise. Voilà. La différence entre l'envie et le besoin. Oui. Alors, c'est une question ou une affirmation, Stéphane? Très bon thème. C'est pour le prochain thème. Ah ben voilà, on va garder ça. Alors, Karen, le consentement est un accord libre, éclairé et volontaire donné par la personne pour participer à une activité. Notamment sexuelle. Il constitue un pilier fondamental des relations respectueuses. Bravo Karen, c'est une super définition. Ouais. On la garde. Merci beaucoup pour ce partage. Oh, oui. Karen, je crois qu'on va te citer la prochaine fois. Voilà. Et donc, il y a un très bon thème qui est la différence entre l'envie et le besoin. Merci. Ça va être bon. Oui. Merci. On vous embrasse. On vous dit à très vite, au 21 mai. Voilà, prenez soin de vous et surtout, aimez-vous. Oui, ainsi soit-il.